La prophétie, livre 3, l'esprit léopard. Un livre autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Certaines scènes érotiques explicites se trouvent dans cette œuvre. L'écoute en est donc réservée à un public. Chapitre 5. Diva. Avec le petit déjeuner, elle a laissé un mot sur la table. Bonjour, Jan. Je n'ai pas voulu te réveiller. Tu dormais si bien. Je me dépêche. Sylvie m'attend dans le salon et tel que je le connais, François est déjà au travail. Te dire que je vais penser à toi jusqu'à midi serait mentir. Lorsque je suis plongée dans mes calculs, je ne pense à rien d'autre. Mais tu seras en moi et je serai en toi. Rien, ni l'espace, ni le temps ne peuvent nous séparer. Je t'aime au-delà des mots. À tout à l'heure. Nat. La matinée se traîne. Je suis même certain, que mon rapport n'a pas beaucoup avancé, tant j'ai lu et relu le petit billet, un nombre incalculable de fois. J'avais décidé de rester travailler à la grande case pour être plus tranquille. Mais professionnellement parlant, c'est la plus mauvaise idée que j'ai pu avoir. Bref, je n'ai rien fichu. Je n'avais qu'une idée en tête, rejoindre Nathalie, me faire tout petit dans un coin de la salle et la regarder travailler. Le comble étant qu'à force de me contraindre à la raison, j'ai laissé passer l'heure d'un bon quart d'heure et que je suis complètement à la bourre. Bénis soient les scientifiques. Lorsque je débarque un peu essoufflé dans l'annexe de la NASA, il me faut faire beaucoup de bruit et parler très fort pour leur faire lever la tête de leur feuille de calcul. Le pire est la réaction de Nathalie. C'est à peine si elle me regarde. Ah, c'est vous, John. Puis, se tournant sans transition vers Sylvie, Vous pouvez me confirmer la 6e séquence? Sylvie ne s'est même pas rendu compte de ma présence et me regarde sans me voir, comme si, en franchissant le seuil, j'étais brusquement devenu immatériel. Absolument, séquence confirmée. François est le seul à me manifester un quelconque intérêt en m'adressant un petit signe de la main et en commençant à ranger ses affaires. Le claquement volontairement accentué du couvercle de la boîte de sa calculatrice fait l'effet d'une détonation de calibre 12 au milieu d'une compagnie de perdrix. Ces dames s'ébrouent et sortent de leur transe. Très sérieusement, comme si je venais d'entrer, Nathalie m'interpelle en regardant sa montre. Vous êtes en retard, John. J'aimerais comprendre ce phénomène, sans doute lié à la relativité. Il faudra que je lui en parle à l'occasion. Sourire de François, l'air de me dire « Ne vous inquiétez pas, cela se soigne très bien ». Un déjeuner plus tard, Nathalie est dans mes bras. Elle dort à poings fermés sur le grand canapé qui abrite chacune de nos siestes. Je crois avoir lu quelque part que le cerveau est l'organe du corps humain qui consomme le plus d'énergie. J'en ai la confirmation. Ses cellules grises ont tourné à plein régime pendant 4 heures et Nathalie est épuisée, au point que je m'inquiète pour sa participation au concert de ce soir. Plus tard, lorsque je me réveille, elle dort encore comme une souche. Avec 1000 précautions, je parviens à m'extraire du canapé, pars dans la cuisine en quête d'une bouteille d'eau fraîche et reviens m'installer dans un fauteuil pour la regarder dormir. Le temps a passé comme un songe et lorsqu'elle ouvre les yeux et s'étire avec un discret bâillement, je me lève et vais vers elle. Le t-shirt, seul vêtement qu'elle porte, est remonté jusqu'à la taille et malgré moi, mon regard pointe sur un endroit précis de son anatomie. Avec une souplesse incroyable, dont je m'étonne toujours, elle bondit sur ses pieds. Les lois de la gravité sont impitoyables. Le t-shirt retombe. Ma déception ne dure qu'une fraction de seconde, le temps qu'elle noue ses bras à mon cou et se plaque contre moi, depuis les lèvres jusqu'aux genoux. Lorsqu'elle se recule, son sourire achève ce que ses lèvres avaient commencé. Elle me prend par la main, me fait asseoir, et toujours sans un mot, tend le bras et s'empare de la bouteille d'eau fraîche posée sur la table. En quelques lampées, directement au goulot, elle en vide presque la moitié. C'était une grosse soif. Cette réhydratation l'a totalement requinquée. Attends-moi, je reviens. Elle disparaît vers la chambre. 10 minutes plus tard, elle est de retour, toujours avec le même t-shirt, mais elle a enfilé un de ses vieux jeans réservés aux expéditions en brousse et s'est brossé les cheveux
qu'elle a nouées à la diable en une espèce de catogan. Envoler mes rêves érotiques, mais c'est elle qui a raison. Le concert démarre dans moins de 3 heures et il lui faut garder toute son énergie. Elle prend un grand coussin moelleux, le dispose contre la coudoir du canapé et le tapote en souriant. Pas besoin d'autre explication, je viens m'y adosser. C'est sa position relaxe favorite pour discuter ou ne rien faire d'autre qu'être ensemble. Elle vient se caler contre moi, son dos appuyé sur ma poitrine. Je referme mes bras sur elle. Elle renverse sa tête sur mon épaule, ses lèvres contre mon cou. Sa voix n'est qu'un murmure, mais compte tenu de sa position, elle résonne en moi et chaque mot me parvient distinctement. Sais-tu à qui je pensais en me réveillant? À Peter? Non, lui c'est en m'endormant. En fait, j'étais encore plongée dans notre conversation d'hier et je me dis que si nous sommes maintenant dans les bras l'un de l'autre, nous le devons beaucoup à Duncan Black Eagle. Mais surtout à Peggy. Je crois comprendre ce que tu veux dire, mais je t'écoute. Elle cale un peu mieux son dos, prend ma main droite et la pose sur son sein gauche. Je sens les battements de son cœur. En tant que femme, Peggy avait parfaitement compris que j'avais été tellement démolie qu'il m'était impossible de supporter l'approche d'un homme dont j'aurais craint qu'il puisse avoir la moindre emprise affective sur moi. C'est pour cela qu'elle avait pensé me faire rencontrer un professionnel dont je saurais pertinemment qu'il n'aurait aucune vue sentimentale sur moi. Elle avait raison. C'était la seule chance pour que j'accepte qu'un homme me touche intimement à nouveau. Lorsque je suis arrivée à Paris, le trauma était toujours présent. C'est la raison pour laquelle je me suis infligé une abstinence de près d'1 an. Les établissements comme le Millennium de Reno n'existent pas en France, et compte tenu de mon job, je ne voulais pas risquer de m'afficher avec un gigolo. Comme je te l'ai déjà expliqué, c'est Béatrice qui a pris le relais de Peggy en me faisant connaître l'Institut de Tantra et le Saphir. Mais tu vois, il m'a encore fallu 3 ans pour que je me décide à rencontrer quelqu'un, et encore fallait-il que ce soit un homme marié pour que je me sente hors d'atteinte des sentiments. Je presse tendrement son sein. Et c'est toujours le cas? Tu te sens hors d'atteinte? Elle rit doucement. Oh non, Seigneur, regarde la façon dont tu me tiens. Je ne me suis jamais abandonnée dans les bras d'un homme comme je le fais avec toi, comme je le fais maintenant. Un démon est sorti de ma vie, un ange y est entré, et il a replié ses ailes sur moi. Quoi qu'il puisse arriver maintenant, jamais plus je n'aurai peur. J'ai une grosse boule d'émotion dans la gorge. Je caresse ses cheveux avec ma joue. Nous allons parler pendant près de 2 heures, non pas de ce que nous ressentons l'un pour l'autre, ça nous le savons sans avoir besoin d'en parler, mais de ce que nous avons été avant. Le temps passe si vite. Nathalie sursaute. Mon Dieu, quelle heure est-il? Je regarde ma montre. L'heure d'aller te préparer. Je n'ai pas eu le droit d'assister au remaquillage et pas davantage à l'habillage. C'est Astier qui viendra la chercher, et jusque-là, je devrais rester enfermé dans ma chambre. Sa tenue de scène doit rester secrète jusqu'au moment de son apparition sous les projecteurs. Et le moment est arrivé. Le département technique a bien fait les choses. Ramené aux dimensions de ce club de brousse, la scène est digne d'un concert comme il s'en donne en Europe. L'estrade, d'une 12aine de mètres de long sur 5 de profondeur, doit faire à peu près 1 mètre de haut. Fait en vieux tube de chaudière poncé et repeint, le portique qui l'encadre supporte les enceintes et tout en haut, une batterie de projecteurs. Un rideau confectionné avec les bâches bleues du magasin à sucre clôt pour l'instant cet espace. En arrivant, je vais directement saluer les convives de la table officielle. Le binôme de direction, Odin-Lambert, et leurs 2 harpies d'épouses, le préfet, le maire, le représentant de la chefferie, le commandant de gendarmerie, etc. En tout, une brochette d'une 12aine de personnages importants. Tous les Africains sont en boubou de cérémonie, à l'exception toutefois de mon ami le Dr Ndom et sa femme, rentrés ce matin de Paris et habillés tous deux à l'occidental. Patrice Ndom est très grand et sa carrure est aussi impressionnante que son intelligence et sa sagacité sont affûtées. Je marque une halte pour prendre de leurs nouvelles. « Salut Patrice, tu nous as manqué. Bonjour Marie. »« Jean l'Africain, tu es magnifique. » Patrice Ndom me scrute de ses petits yeux perçants. « Tu as l'air de tenir une super forme.
Sage est l'homme qui tient compte des conseils de ses amis. Ses yeux pétillent de malice. Le bonheur te va bien. Et son rire tonitruant interrompt quelques conversations. Le bougre serait-il pour Nat et moi? À l'évidence. Il est vrai qu'en plus d'être médecin, on dit qu'il est un peu sorcier. Mais il a surtout un réseau de renseignements impressionnant. Issu de la noblesse locale, il est considéré par la population comme le véritable chef de la région. Et il est au courant de tout ce qui s'y passe. Mais je sais pouvoir compter sur sa discrétion et son amitié. Lui qui l'année dernière me donnait ce conseil. Pour l'amour de Dieu, Jean, prends une maîtresse et vite, sinon rien ni personne ne pourra te sortir de la dépression dans laquelle tu es en train de sombrer. Signe d'affection, il prend mes mains entre ses deux grosses pattes, dont on n'imaginerait jamais qu'elles font des miracles avec un bistouri. Nombreux sont à Sanara ceux qui lui doivent la vie. Je récupère mes mains, et après un dernier signe de tête, je me dirige vers la table, où m'attendent Sylvie de Valois, Minou Astier, Brigitte Vagneau et François. Nous sommes au premier rang, juste en bordure de la piste de danse, et à quelques mètres de la scène. La position est certes privilégiée, mais nous risquons fort d'être un peu assommés par la sono, toute proche. Je fais le tour de la table, salue chacune de ces dames, et m'assieds à côté de Sylvie. 5 fauteuils restent libres, dont celui à ma droite pour Nathalie, qui nous rejoindra avec ses compères pour le dîner dansant à la fin du concert. Je ne sais qui a commandé le champagne dont Sylvie emplit ma flûte. La soirée commence bien. Je trinque avec chacune de ces dames, à la santé et au succès des Sugar Rock. Tout à coup, le brouhaha des conversations s'atténue. Il semble qu'à la musique d'ambiance se mêlent certains autres bruits, comme des pincements de guitare que l'on accorde, 2 à 3 notes sur un clavier et un léger roulement de la caisse claire d'une batterie. Puis c'est le silence et le rideau s'ouvre sous les applaudissements. En avant-scène, Bertrand de Valois, notre ingénieur agronome, un micro à la main, et juste derrière lui, guitare sèche en bandoulière, Nathalie à côté d'Astier, et sa basse électrique. En arrière-plan, Vagneau et sa batterie, et Vermelaine à son double clavier. Bertrand de Valois lève la main pour prendre la parole au milieu des applaudissements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme chaque année depuis 2 ans, j'ai le plaisir de vous présenter le concert traditionnel de la fête de fin de campagne, qui précédera le dîner dansant. Chacun de vous peut en consulter le programme avec les paroles et traductions des 14 chansons qui seront interprétées ce soir. Je dis bien chansons, car cette année, notre célèbre groupe, les Sugar Rock, s'est enrichi de la présence parmi nous d'une talentueuse chanteuse de rock, blues et country, et qui, à ses heures perdues, est aussi géophysicienne et peut-être bien même astrophysicienne. Elle nous vient tout droit de l'ambassade des États-Unis de Paris. J'ai nommé Madame Nathalie Locklane, accompagnée à la guitare basse par Jean-Pierre Astier, au clavier par Paul Vermelaine et à la batterie par Louis Vagneau. À l'énoncé de son nom, chaque musicien salue sous un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, place à la musique. Ce disant, Bertrand de Valois repasse son micro à Nat, qui le fixe sur son pied. Il descend les quelques marches sur le côté de l'estrade et vient nous rejoindre pour s'asseoir à côté de Sylvie. Le fond et les côtés de la scène sont tendus de noir, de façon à mettre le quatuor en valeur, mais je n'ai Dieu que pour Nathalie. Elle est solaire. Le projecteur qui est sur elle fait exploser sa crinière blonde en une myriade d'étincelles d'or et ne laisse ignorer aucun détail de sa silhouette de rêve. Elle a opté pour une tenue toute simple. Chemisette blanche cintrée à épaulettes et poche de poitrine, sur un jeans délavé, maintenu par un ceinturon à large boucle argentée. Aux pieds, les Santiago qu'elle utilise quelquefois pour ses sorties en brousse. Elle a choisi l'authenticité, et lorsqu'elle s'avance pour annoncer le titre de la première chanson, les applaudissements couvrent presque sa voix. Elle ajuste le micro, pose ses doigts sur le manche de sa guitare, et suivie par le reste du groupe, envoie la première note. La chanson en anglais, comme le seront presque toutes les autres, est magnifique. Elle parle d'un ciel immense où s'étirent de grands nuages, d'une chaîne de collines barrant une grande plaine où galopent des chevaux sauvages. Elle chante l'amour de l'homme près duquel elle chevauche, sauf que ce n'est pas Nathalie qui chante. Enfin, c'est bien elle, mais ce n'est pas sa voix. En tout cas, pas celle que je connais.
D'ordinaire, Nathalie parle un anglais élégant, avec certes un accent américain, mais à milieu de ce que j'entends. Une voix nasillarde et traînante, qui mange la moitié des mots, ce qui rend le texte difficilement compréhensible, à moins que l'on ait les paroles sous les yeux. Je suis donc, comme tout le monde, contraint de suivre la chanson sur le programme. Et puis, je me souviens qu'elle est née au Texas, et qu'enfant, y a longtemps séjourné. Elle y est ensuite revenue à plusieurs reprises pour les vacances. Je comprends donc mieux cette facilité à chanter de la country, avec cet accent d'une fille du Sud. Tout comme pour moi, l'accent pied-noir que j'ai perdu et que je peux reprendre à volonté. Pas pour chanter, il ne vaut mieux pas. La chanson s'achève sur un dernier accord de guitare, le son grave de la basse d'Astier et le fondu du synthé de Vermeulen. La deuxième chanson est une chanson un peu triste où je retrouve la vraie voix de Nathalie. Chaque mot est comme un bonbon. Elle est la seule que je connaisse capable de mettre un tel niveau de sensualité dans la plus banale des phrases qu'elle vous enroule autour du cœur. Avec la musique, les expressions de son visage et la façon dont elle bouge, c'est absolument sublime. Point n'est besoin de comprendre l'anglais pour en avoir la chair de poule. Et à entendre les applaudissements qui suivent le dernier accord, je ne suis pas le seul. Certains se sont même levés. J'essuie furtivement une larme. Elle a pris mon cœur au bout de sa guitare et l'a promené pendant les 4 minutes de la chanson. J'ai à peine le temps de récupérer que Nathalie change sa guitare sèche pour une 6 cordes et sans transition, le groupe attaque et exécute un morceau de rock complètement déjanté. Sharp Dressed Man des ZZ Top. La douce Nathalie a disparu pour laisser place à une lionne en furie qui fait voler ses cheveux blonds et qui semble sur le point de vouloir arracher les cordes de son instrument chaque fois qu'elle plaque un accord. L'effet est dévastateur. La moitié des convives est debout et se balance en rythme en tapant des mains. Peu importe que cette musique vienne d'outre-Atlantique, la musique est universelle. Et Nathalie en fait la démonstration en faisant décoller l'assistance, composée pour moitié d'Africains qui sont loin d'être les derniers à s'éclater. La chanson se termine sur une explosion de batterie et une standing ovation. Vont suivre un morceau de jazz, du blues et d'autres chansons country où revient l'accent texan de Nathalie. Alors que le concert s'achève, j'observe que malgré la fraîcheur nocturne, Nat est trempée de sueur. Pour une personne qui ne transpire pratiquement pas, cela donne une idée de la dépense physique et nerveuse qu'une telle performance représente. Une petite pause, un léger flottement, pendant que ses 3 partenaires se concertent par signes. Nathalie va déposer sa guitare à l'arrière de la scène. Elle revient, s'approche du micro. Mesdames et messieurs, notre petit concert s'achève et il nous reste 2 chansons à vous offrir. Avec mes amis, je vais vous interpréter le dernier tube de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, tout juste sorti l'année dernière, et je terminerai par l'interprétation de La Mama de Charles Aznavour. Je dédie ces chansons à une personne chère à mon cœur qui a eu la douleur de perdre sa maman très jeune. Merci d'avance pour votre indulgence si toutes les notes ne sont pas au rendez-vous. Elle repose le micro, se concentre, prend une profonde inspiration et attaque les 2 premières phrases a cappella. Pour la majorité des gens présents, cette chanson ne représente pas grand-chose, et même à vrai dire, rien du tout. Pour moi, elle me ramène à ces instants de grâce où Nathalie dansait dans mes bras à Barbizon. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour retrouver sa tête sur mon épaule, son corps contre le mien. Je sais aussi toute la difficulté d'une telle interprétation. Nathalie s'est excusée par avance des notes qu'elle ne pourrait pas placer, mais va-t-elle seulement pouvoir en tenir la moitié ? Dès les premiers mots, je suis cueilli aux tripes. Là encore, ce n'est pas la voix de Nathalie, c'est celle de Bonnie Tyler. Mais comment fait-elle ? Je découvre une autre facette de la femme que j'aime. Nathalie est un véritable caméléon vocal. Vermeulen suit avec son synthé et Vagno démarre doucement à la batterie, suivi d'Astier et de sa basse. Et la voix de Nathalie monte, s'enroule autour de chacun de nous et nous emporte. La chanson se termine sous des applaudissements qui se prolongent et semblent ne pas vouloir finir. C'est un triomphe, mais je ne sais pas encore, nous ne savons pas,
que nous n'avons encore rien vu, ou plutôt rien entendu. Nathalie s'avance, salue et fait un petit signe à l'éclairagiste. Comme par magie, la scène se trouve plongée dans un clair-obscur fantomatique, où la seule chose qui ressorte vraiment est sa chevelure blonde. La tête penchée, son visage est à peine discernable. Les premières notes s'élèvent. Astier que l'on ne voit pas, mais ce ne peut être que lui. Astier avec une guitare sèche dont il joue comme d'une mandoline, fait passer un frisson sur l'assistance. Les notes s'égrènent, chargées de tristesse et de tendresse. Doucement, Nathalie relève la tête. Son visage entre dans la lumière. Et le premier vers nous prend aux tripes. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri. La guitare s'est mise en sourdine, et la voix de Nat nous emporte, près de la mama. Nous sommes tous là, aussi. Je suis bouleversé. La voix de Nathalie m'arrache le cœur. Je suis sûr que si je continue à la regarder, je vais craquer. À notre table, pas une femme qui n'ait les larmes aux yeux, et je vois que Bertrand lui aussi a du mal à contenir son émotion. Je me tourne vers les autres tables. Stupeur, toutes les femmes africaines sont debout et se balancent en rythme, comme suspendues à la voix de Nathalie. Certaines les bras en l'air, d'autres les mains posées sur le cœur. Je me retourne vers Nathalie. Nos regards se croisent un bref instant, suffisamment pour me foudroyer. Je fonds en larmes. Heureusement, personne ne me regarde. Tout le monde a les yeux fixés sur Nat. J'en profite pour m'essuyer les yeux. Je n'aurai qu'à demander une autre serviette au serveur. Sur un dernier accord de la guitare mandoline, Nathalie pose sa dernière phrase. Que jamais, 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 tu nous quitteras. C'est une véritable ovation, un tonnerre d'applaudissements et de you-you de femmes africaines. Tout le monde est debout, même les harpies, touchées par la grâce. La lumière revient. Nathalie salue les mains sur le cœur et se tourne vers les musiciens qui l'applaudissent. Je suis certain d'avoir vu Astier, le dur des durs, essuyer une larme. Un dernier appel et le rideau se ferme. Les gens se rasseyent un par un, comme à regret. Bertrand remonte sur la scène, micro en main. « Mesdames, messieurs, je ne ferai aucun commentaire, car ce que nous venons d'entendre se passe de commentaires. Nous avons tous conscience d'avoir vécu un moment inoubliable, et nous ne l'oublierons pas de sitôt. Pas plus, j'en suis certain, que la personne à qui cette chanson était dédiée. Où qu'elle soit, où qu'elle aille, que Dieu bénisse Nathalie. » Nouveaux applaudissements très soutenus. Bertrand est sur le point de poser son micro, mais se ravise, tout saute. « J'allais oublier. Le dîner sera servi dans un petit quart d'heure. Bon appétit et bonne soirée. » Il redescend les marches sur le côté de la scène. Et, venant de derrière l'estrade, c'est le moment que choisit Nathalie pour réapparaître, suivie de ses trois compères. Il manque se télescoper. Petit rire. Bertrand lui donne galamment la main et l'escorte jusqu'à notre table, où tout le monde est debout et applaudit, imité par la plupart des convives. J'avance la chaise de Nathalie. Si quelqu'un a vu son regard avant qu'elle ne s'asseye, je crains fort que plus personne n'ait plus aucun doute sur la nature de nos relations. C'est dur, c'est très dur. Ne pas pouvoir la prendre dans mes bras, après ce que nous venons de vivre. D'autant qu'elle affecte ostensiblement de s'adresser à Sylvie, en me tournant presque le dos. Je sais que c'est pour la bonne cause, mais j'en suis malade. Il faut savoir se montrer patient. 1 à 2 minutes de diversion, et Nat se tourne enfin vers moi. Je la complimente sur sa prestation en essayant d'adopter le ton le plus neutre possible et d'affecter l'impassibilité d'un majordome britannique. J'espère que mon regard dément l'horrible froideur de mon propos. Je n'ai pas à m'inquiéter bien longtemps. Elle se penche vers moi. Tu as bien failli me faire craquer pendant la dernière chanson. Je suis stupéfait. Eh bien, toi tu n'as pas failli. J'ai complètement craqué. Heureusement, tout le monde n'avait Dieu que pour toi, et je pense que la séquence est passée inaperçue. Adorable sourire. Ses yeux me disent « Je t'aime ». Le service du dîner commence, et comme il est de tradition, entre chaque plat, on marque une pause. Une pause le temps d'une danse, chacune d'entre elles étant marquée au sceau du protocole.
C'est ainsi qu'entre l'entrée et le plat principal, Nathalie se voit invitée par le DE, et qu'étant le représentant du siège, je ne peux, à mon tour, qu'inviter l'épouse du DE, la harpie numéro 1. Elle est encore plus désagréable de près que de loin. Elle est aussi souple qu'un verre de lampe, et les odeurs de sueur aigre qui émanent de son corps, aussi noueux qu'un cep de vigne, me mettent le cœur au bord des lèvres. Je ne doute pas qu'elle ait pris une douche avant de s'habiller pour la soirée, et qu'elle ait abondamment usé de son eau de toilette préférée, mais je suis convaincu que les parfums les plus suaves ne pourraient masquer l'odeur toxique qui exsude de chaque pore de sa peau. Après le succulent méchoui, le chef nous fait servir une pâtisserie au miel. Tout le monde se lèche les doigts, et cette pâtisserie n'est pas de trop pour faire passer la corvée d'avoir dû danser avec la harpie numéro 2, l'épouse du directeur des cultures. Au dessert, le salut nous vient du docteur Endom, qui invite Nathalie pour un zouk, façon tchadienne. Je ne peux faire autrement que de demander à Marie d'être ma cavalière, mais cette fois, c'est avec grand plaisir. Certes, Marie est une géante musclée, à l'image de son mari, mais comme toutes les Africaines, elle danse divinement bien, et le zouk en particulier. Moment très agréable. Marie ne tarit pas d'éloges sur Nathalie. Pour elle, tant de talents réunis en une même personne sont la marque du doigt de Dieu, et bien que j'en sois à chercher ma voie en matière de spiritualité, je ne suis pas loin de penser comme elle. Du coin de l'œil, j'observe Nathalie se déhancher au bras du docteur Endom. Nat n'est pas petite, mais elle a l'air d'une poupée dans les bras de ce géant. Ils sont en grande conversation. De quoi peuvent-ils bien parler? Sans doute des États-Unis, où je sais que Patrice a séjourné à plusieurs reprises. Après le repas, les tables sont débarrassées, et la soirée dansante continue, avec Maître Vagneau aux manettes de la cabine son. L'ambiance à notre table est au rire et à la bonne humeur, mais Nathalie et moi ne pouvons guère en profiter, tant elle est sollicitée pour chaque danse. Je ne crois pas me tromper en disant qu'elle n'a pas passé 5 minutes assise depuis la fin du repas. Alors que j'arrive à faire des pauses, la malheureuse se voit contrainte d'accepter chaque invitation. Elle garde le sourire et est aimable avec chacun de ses cavaliers. Mais à cette façon qu'elle a parfois de pincer les lèvres, je sais qu'elle est complètement KO. Et dire que nous n'aurons même pas pu faire une seule danse. Peut-être cela est-il préférable. Il aurait été très difficile de ne pas nous trahir. Je ne désire rien d'autre que de la ramener à la grande case. Impossible de partir avant le DE, ce qu'il se décide à faire à l'instant même où je priais pour qu'il le fasse. Au moment où je m'apprête à me lever, Patrice Ndom me fait un petit geste discret de la main. Il semble qu'il ait quelque chose à me dire. Je me penche vers Nathalie, qui a beaucoup de mal à garder le sourire, et surtout les yeux ouverts. Il faut que j'aille voir le docteur Ndom, mais là, je vois que tu fonctionnes sur la réserve. Tu peux rentrer avec les deux Valois si tu veux. Je ne serai pas long. Ne m'attends pas pour aller dormir. Elle me regarde avec un pauvre sourire. Je crois que je vais suivre ton conseil. D'accord, je rentre. À tout à l'heure, John. Bertrand de Valois est en grande conversation avec Jean-Pierre Astier. Je lui dis que je dois voir Ndom et lui demande s'il veut bien raccompagner Nathalie. C'est Astier qui spontanément se propose. Je suis complètement KO. Minou et moi rentrons maintenant. On peut très bien déposer Nathalie. Les choses sont entendues. Je prends ostensiblement congé de Nathalie, lui souhaitant une bonne nuit. Lorsque je me dirige vers Ndom, je la vois partir avec Astier et sa femme. C'est bien, elle ne s'est pas retournée. Patrice me prend par le bras et m'entraîne à l'écart. Alors, Jean, mon ami, on n'a même pas eu le temps de se dire 2 mots. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Je le regarde avec un petit sourire. Apparemment, tu le sais déjà, n'est-ce pas, docteur? Il sait rester impassible quand il le veut. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais l'air d'un mort-vivant. Aujourd'hui, tu es transfiguré. La métamorphose est tellement spectaculaire qu'elle tient du miracle. Il a un petit sourire en coin. Il se fait tard, je ne voudrais pas te retenir davantage. Je voulais juste vous inviter à déjeuner pour demain midi. C'est possible? Je sais que c'est un peu juste, mais je n'ai pas eu le temps de m'organiser. C'est par Zoro qui nous a amenés de Djamena que j'ai appris ce matin que vous étiez là. Je suis un peu embarrassé. Comment pourrais-je accepter sans en parler à Nathalie? Et là, elle doit déjà dormir. Patrice voit bien que je ne sais trop quoi répondre. Ne te tracasse pas, Jean. Je me doute bien que tu dois en parler d'abord à Madame Locklane. Il suffira que tu m'appelles demain matin avant 10 heures. De toute façon,
Même en dernière minute, il restera l'option barbecue piscine au club. Je suis soulagé. Pas de problème, mais si je ne veux pas avoir une panne d'oreiller, il faut que j'aille dormir. Bonne nuit, Patrice. Je vais saluer Marie et je me sauve. Avec toutes les précautions du monde, j'ouvre la porte de la grande case. J'ai enlevé mes chaussures et sur la pointe des pieds, fait quelques pas dans le séjour plongé dans la pénombre. Seule une petite lampe posée sur une console éclaire chichement la pièce. La tête en arrière, ses longs cheveux répandus sur les coussins du canapé, Nathalie dort. Mon Dieu, elle a voulu m'attendre. Elle n'a même pas enlevé ses Santiago. Je m'approche doucement, elle ouvre les yeux. John, c'est toi? Je rêvais de toi. Je n'ai même pas le temps de lui répondre, un petit sourire et inexorablement, comme si elles étaient de plomb, ses paupières se referment. Un bras sous ses genoux, un autre sous ses épaules, je la soulève comme une plume. Une réflexion de Patrice Ndom me revient à l'esprit. Les hommes ne sont lourds que du poids de leurs péchés. Nathalie est si légère dans mes bras, sa tête s'est posée sur ma poitrine. Son parfum monte vers moi et je marche comme sur un nuage. C'est vraiment un ange que je tiens dans mes bras. Le trajet du séjour à la chambre me paraît si court. D'une main, je tire le drap et je la dépose doucement sur le lit. Elle pousse un long soupir lorsque j'entreprends de la déshabiller. Les Santiago, les chaussettes, le jeans. J'ai un peu plus de mal avec la chemise. Je ne sais si c'est le fait qu'elle n'est pas consciente, mais lorsqu'elle se retrouve en culotte et soutien-gorge, je ne me sens pas le droit d'aller plus loin. Du moins, pas comme ça. Je vais à son placard et y récupère un des grands t-shirts qu'elle affectionne pour traîner ou pour dormir. Avec toutes les peines du monde, je lui passe le t-shirt et ce n'est que lorsqu'elle est couverte à mi-cuisse que j'entreprends de retirer culotte et soutien-gorge. Je tire enfin le drap sur elle. Instinctivement, elle se tourne sur le côté droit. Son dos et ses reins me cherchent. Je sais que même dans son sommeil, elle a besoin de me sentir contre elle. Je crois que je ne me suis jamais déshabillé si vite, mais je prends quand même le temps d'un bref passage à la salle de bain pour me rafraîchir. Puis, nu comme un verre, je passe à mon tour sous le drap. Je me plaque contre elle, place mon bras gauche sous le sien et emprisonne un sein entre mes doigts. Avec le gros soupir qu'elle pousse, c'est tout son corps qui se détend. À cet instant, je peux dire qu'elle dort vraiment et si profondément que rien ne pourrait la réveiller. Elle se sent en sécurité, elle est en sécurité.